Donc effectivement, une entrée en matière un petit peu à contre-pied, peut-être, de ce que vous attendiez, mais dans la formation connectée. Formation connectée. Ça veut bien dire que derrière, vous avez un traitement des données. Et que ne pas avoir conscience de ce qu'est le big data, ne pas avoir conscience de ce qu'est la protection des données, eh bien, c'est de ne pas appréhender sur toutes ces coutures la formation connectée. Alors la formation connectée, et malgré tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de voir, ça ne doit pas nous faire peur. Parce qu'avant tout, la formation connectée, c'est de la formation à distance. Et comme le représente ce petit chemin sinueux, la formation à distance, ça existe depuis 1728. Et oui, premier cours par correspondance, sur les gazettes, initialement. La formation à distance, elle existe depuis des années et des années. Ce qui change complètement aujourd'hui, c'est l'apport des nouvelles technologies, c'est la facilité d'accès, et comme le disait Alain, l'accès à tous. Alors bien sûr, dans ce chemin sinueux, vous avez les premières écoles correspondance en 1877 en France, vous avez l'apparition, par exemple, de la plateforme Moodle en 2001, et puis plus récemment, là, en 2008, justement, les MOOC, les premières plateformes d'e-book, pardon de le dire, sur le M-Learning. Alors, quelques chiffres pour commencer cette présentation. 33% des salariés ont suivi une formation numérique en 2012. Un tiers des salariés ont suivi une formation numérique en 2012. Et 80% des 250 plus grandes entreprises françaises mettent des bibliothèques de modules de formation en ligne à la disposition des collaborateurs. Voilà aujourd'hui le marché. Ça veut dire que c'est un marché qui est en pleine expansion. C'est vrai que la France a pris un petit peu du retard à l'allumage au début. Mais là, on est en pleine explosion. Plus 25%, on le verra tout à l'heure. Plus 25%, c'est la croissance entre 2012 et 2013 du nombre de formations connectées. Alors, quand on dit formation connectée, la première des choses à faire, c'est de se baser sur les habitudes de consommation des apprenants, donc des individus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les personnes qui utilisent Internet, alors Internet, que ce soit sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur, eh bien, il y a 91% qui utilisent la messagerie. Quasiment tout le monde. Puis ensuite, c'est surtout sur les recherches d'informations de biens et services. Le compte bancaire à 65%, mais c'est ça qui est incroyable. 62% des personnes qui sont connectées à Internet vont apprendre et enrichir ses connaissances de manière spontanée, de manière individuelle, sans forcément un plan de formation. Alors, je crois qu'il y a pas mal de responsables de formation et de RH ici dans la salle. Vous imaginez qu'au-delà du plan de formation, ils vont aller chercher un mot, une phrase. Souvent, effectivement, cette recherche de connaissances, c'est sur des formats très très courts. Pose de soucis ou de questions. Si c'est hors du cadre de l'entreprise, est-ce que la connaissance qu'ils vont pouvoir avoir trouvée, est-ce qu'elle est véridique? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est celle qu'on veut mettre en place au sein de l'entreprise? Donc, avoir une approche de formation connectée dans l'entreprise, c'est aussi maîtriser la connaissance que vos salariés, vos collaborateurs vont pouvoir utiliser au service de l'entreprise. Bon, ce qu'on disait, hein, la France était en retard par rapport au G8 sur la formation, mais malgré un démarrage lent, elle connaît la plus forte progression d'Europe, plus 25% par an de formation connectée. Alors, quelques chiffres encore, le poids du marché de l'éducation en ligne. L'éducation en ligne, c'est bien sûr la formation qu'on la connaît, mais également l'école, l'université, etc. En 2012, la formation de l'éducation en ligne, c'est 2% du marché de l'éducation. En 10 ans, c'est-à-dire en 2022, 30% du marché de l'éducation se fera en ligne. On va multiplier par 15 la formation en ligne en 10 ans. Ça veut dire effectivement la possibilité de traiter des données avec le big data, comme en parlait Maître Bensoussan à l'instant. La possibilité de personnaliser, grâce justement à la connaissance des données individuelles, le cursus, le parcours de formation.
Et c'est justement ces véritables opportunités que je vous propose d'échanger ensemble à travers ces quelques slides. Un autre chiffre, 1 million de formations à distance en France en 2012, 1 million de personnes ont suivi des formations à distance en 2012, sur 2,5 millions en Europe. Vous voyez aujourd'hui le poids de la France par rapport justement à l'Europe. Bon, bien sûr, on est encore bien loin des États-Unis, mais finalement la question que quelquefois on peut entendre, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, est-ce que c'est mieux le présentiel, le distanciel? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La question à se poser, c'est pas est-ce qu'on va aller à la formation connectée, c'est comment on y va. Quel est votre choix? Quels sont vos cursus pédagogiques, vos schémas pédagogiques, et comment vous voulez numériser votre contenu. Alors pourquoi on n'a pas le choix? Premièrement parce qu'on a des nouvelles technologies. On a tous nos smartphones, on a tous Internet, on a tous nos tablettes. Et aujourd'hui, encore une fois, et surtout et d'autant plus vrai avec les nouvelles générations qui arrivent, Alain nous parlait effectivement de son enfant de 2 ans et de son père. Mais... C'était pas le mien. Ah, pardon Alain. C'est mon petit. Pardon. Vous savez les jeunes. Donc si vous voulez, pareil, ouais, je dis la dernière fois, ma fille, on était dans le TGV. Vous savez où il y avait un journal, elle voyait une photo, elle slidait sur la photo. C'est du papier, ma fille, tout ne bouge pas comme ça, mais c'est ça, c'est cette nouvelle génération. Les frais de scolarité également, la dette étudiante. 2 tiers des étudiants aux États-Unis sont endettés. 2 tiers des étudiants aux États-Unis sont endettés. En France, c'est beaucoup moins, c'est 10%, mais ça ne fait que croître. Et d'autant plus qu'à la dette étudiante, on peut bien évidemment ajouter la dette des États. La dette des États qui se désengage de plus en plus du financement de la formation. On voit bien là, notamment avec la nouvelle réforme qui est mise en œuvre, ben justement ce que ça va donner. Donc, on va être obligé de trouver des formations également moins onéreuses. Et notamment pour les étudiants, en termes de logement, également, en termes d'infrastructures pour les écoles. Les nouvelles méthodes de travail également vont vers cette formation connectée. On parle notamment du télétravail, qui représente à peu près 10%, entre 5 et 10% des salariés français, et c'est quelque chose qui ne fait que croître. Dans les grandes entreprises, ça se met de plus en plus en place. Les habitudes de consommation de l'information, on en a parlé, et enfin les coûts liés à la formation, directement les frais de déplacement, les hôtels, etc. Et notamment aussi cette flexibilité du temps de travail, où on a du mal maintenant à monopoliser des managers sur 2 jours consécutifs pour suivre une formation. Et puis, effectivement, on n'a pas le choix parce que, je le disais tout à l'heure, il y a une nouvelle génération qui arrive au travail, les millénials, hein, comme on les appelle, ceux qui, avant 2030, représenteront 75% de la population mondiale au travail. C'est une génération de la recherche, une génération qui partage, qui collabore, qui crée avec une forte créativité, une liberté et surtout, bien sûr, un sens inné, je devrais dire, de la technologie. Alors, la première question qu'on va se poser, le e-learning ou le m-learning. E-learning, Internet, habituel, sur votre ordinateur, etc. Et le m-learning, mobile learning. La formation sur tablette numérique et smartphone. Alors, quelle est la différence finalement? Si ce n'est la mobilité. La mobilité, ça inclut une chose. Le véritable m-learning est pour nous la capacité de pouvoir faire de la formation également hors connexion. Parce que faire de la formation n'importe où, n'importe quand, sauf à la Défense quand les murs sont trop épais, ou dans le métro, ou dans l'avion, ou dans le train, ça exclut quand même pas mal de choses. Donc, c'est une vraie différence. Alors, quelques chiffres encore une fois. On va passer de 13,6 millions d'unités, en 2011, 13,6 millions de tablettes smartphones dans le monde, à 96,3 millions en 2016. Explosion totale, régression des ordinateurs, augmentation de la mobilité. 1/3 des employés sont mobiles. Et alors, pour les étudiants, 41% des étudiants ont en permanence 3 terminaux ou plus connectés. 3 terminaux ou plus connectés. Tablette, smartphone, ordinateur, iPod, etc., etc. Et en plus, on va parler aujourd'hui, on parle de plus en plus des objets connectés, ce chiffre va exploser. Alors, quelle est la réponse finalement entre e-learning ou m-learning? La réponse, c'est le multicanal.
La réponse, elle est de la même façon quand on a une approche plus traditionnelle de la formation, qui est de dire, est-ce qu'il vaut mieux du visuel? Ou alors, est-ce que les gens préfèrent lire? Ou est-ce que les gens préfèrent écouter? De la même manière pour la formation connectée, il y a des personnes qui préfèrent aller sur leur smartphone. Ben, tant mieux. Il faut leur donner l'envie d'apprendre. Donc, faisons en sorte d'être disponibles là où leurs usages sont. Ils veulent aller sur leur smartphone, mettons-les sur les smartphones, sur leur tablette ou sur leur ordinateur. Et même pire, si à un moment donné de leur journée, ils veulent être sur leur smartphone et puis le soir, aller sur leur ordinateur, laissons-leur la possibilité de le faire. Alors, qu'est-ce que ça va changer, la formation connectée? Quelques grandes idées. Déjà, ça va amener cette notion de formation en illimité. On parlait tout à l'heure avec Alain du cloud computing, vous savez, c'est ce grand espace informatique dans lequel eh bien, on va avoir un cloud de la connaissance. Le cloud de la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire un espace virtuel dans lequel vous allez avoir l'ensemble de vos formations et finalement, les apprenants vont pouvoir se connecter, pas une, deux, mais à des formations en illimité. Ça va également aussi réduire certainement cette notion entre l'information et la formation. Ça, c'est très important. C'est comment on va transformer la formation en information. Je m'explique. Vous avez une formation, par exemple, chef de projet, donc avec un cursus, des vidéos, etc., au format numérique. Ça, c'est de la formation, avec un cursus pédagogique. Elle va se transformer en information à l'issue, justement, de la formation. Quand le salarié va rentrer chez lui, le chef de projet va être chez lui, et que finalement, en situation professionnelle, il va avoir besoin d'une explication sur une norme ou sur une planification. Et bien là, il va aller reprendre cette formation, ce moment bref, cette vidéo de 3 ou 4 minutes, qui va se transformer en information et qu'on va pouvoir avoir en situation professionnelle. Et ça, c'est fondamental dans la formation connectée, c'est que la formation connectée va non servir en amont, bien évidemment, dans l'apprentissage, mais elle va surtout servir après, dans les situations professionnelles. Bien évidemment, avec le CPF, le compte personnel de formation, ça va complètement changer également cette approche, puisque compte personnel de formation, c'est la formation tout au long de la vie. Et comme le disait Alain tout à l'heure, avec les données, on va pouvoir avoir votre passé au niveau de la formation et prévoir votre futur en fonction des compétences que vous souhaitez acquérir. Donc on va bien avoir un rôle complètement différent de la part des responsables de formation, de la part des RH, qui va être bien sûr beaucoup plus axé sur les compétences, sur la professionnalisation, sur la certification et sur le diplôme, ce que pousse d'ailleurs la nouvelle réforme. Enfin, l'individualisation des parcours à travers le big data, on en parlait tout à l'heure, et puis également la durée de formation qui va complètement changer. À partir du moment où vous pouvez vous connecter en illimité sur de la formation, bon, même si vous avez bien sûr des statistiques, bien sûr que vous avez un cadre très strict encore qui est défini par les OPCA, mais ça veut dire que en un an, là où hier on faisait 2,5, 3 jours de formation dans les grandes entreprises sur les managers, par manager et par an, eh ben on va arriver à un nombre d'heures illimité. Et qui va répondre, bien sûr, donc il y aura bien sûr tout type de formations. Des formations qui vont être stratégiques, c'est-à-dire plan à 3 ans, je transforme, fais progresser, fais évoluer mes collaborateurs pour atteindre ces objectifs. Et puis un deuxième type de formation, qui prend d'ailleurs souvent le pas sur cette stratégie, c'est les besoins immédiats. Je suis dans un projet, vite, mon collaborateur n'est pas formé à ça, vite, il faut la réponse tout de suite, maintenant, etc. Donc on va s'inscrire en inter parce qu'il n'y a qu'une seule personne, en espérant que ça va être maintenu, etc., etc. Puis entre le moment où vous avez eu besoin et le moment où vous avez l'inter, mince, le projet est déjà fini. Voilà. Donc c'est cette immédiateté également que la formation connectée va induire. Alors maintenant, on va se faire un petit, on va voir dans le détail en fait les différents termes, donc MOOC, Social Learning, etc. Alors qu'est-ce qu'un MOOC? MOOC, Massive Open Online Course, cours en ligne ouvert et massif. La vraie différence entre le MOOC et la formation à distance, au-delà de l'environnement, etc., c'est ça, massif. Ça veut dire que c'est ouvert, que c'est gratuit et que l'objectif est d'avoir le plus de personnes connectées. C'est ce qui fait la différence entre la formation à distance et la formation dite MOOC. La structure d'un MOOC, c'est un environnement. C'est un environnement dans lequel vous allez retrouver plusieurs choses. Alors on va le voir tout de suite. Vous avez différents MOOC déjà.
Je ne vais pas aller trop loin dans le détail parce que vraiment aller naviguer dans l'univers des MOOC, il y a toutes des nouvelles tendances qui arrivent chaque jour, etc. Mais juste deux types. Vous avez le CMOOC, c'est le MOOC connectiviste. Ça veut dire quoi? Un univers dans lequel vous avez des vidéos, pourquoi pas, du PowerPoint, du PDF, des quiz, etc. Et on va en voir un exemple après. Mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir un échange entre participants et entre le participant et le formateur. Et ça, c'est important parce que derrière ce MOOC connectiviste, souvent, on va proposer ensuite des certifications et des diplômes. Et on va voir le modèle utilisé par les MOOC. Et enfin, le XMOOC, MOOC transmissif, qui en fait, on pourrait comparer à de la formation plénière en amphithéâtre, où on va transmettre l'information descendante. Ce sont les deux types de MOOC. Mais alors, il faut savoir une chose, c'est que les MOOC sont quasiment exclusivement universitaires. Universitaires, et donc qui correspondent à une certification, à un diplôme. 4 MOOC en France, aujourd'hui, contre plus de 500 aux États-Unis. 4 MOOC en France aujourd'hui, alors c'est les chiffres de l'année dernière, je crois qu'il y en a 2 qui viennent d'arriver en plus. Quand on dit un MOOC, c'est un univers. Je ne sais pas si vous connaissez Coursera par exemple, mais justement, voilà, donne un univers. Alors j'ai pas pris peut-être la formation la plus simple, qui est la topométrie terrestre, mais pour vous présenter un petit peu les choses, voilà comment se présente, si vous voulez, un MOOC. Ça c'est sur Coursera. Vous avez les annonces de votre cours, un sommaire, des vidéos, alors ça ils appellent ça les polycopiés, c'est les supports de cours, les sources, voilà, on a utilisé tel livre, etc. Les quiz, les exercices, les corrigés, plusieurs outils, des sondages, les sondages qui notamment permettent de détecter votre appréhension de l'outil, et donc en fonction de votre comportement, de vous proposer différents items. Et puis ensuite, vous avez les différentes discussions. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le connectivisme, avec un échange entre les différentes discussions. C'est un blog en fait. Et puis des nouvelles lectures. Alors maintenant, je vous propose de voir un MOOC en vidéo. Voilà ce que ça donne concrètement. C'était le premier MOOC en France. Vous gérez déjà des projets sur le terrain, mais vous souhaitez développer vos compétences, ou vous avez encore peu d'expérience, mais vous voulez mieux travailler en équipe. Notre MOOC Gestion de projet répondra à votre besoin. Avec l'École centrale de Lille et une équipe de volontaires, j'ai organisé le premier cours ouvert et massif en France. Une seconde édition de ce MOOC Gestion de projet en septembre dernier a permis à ceux qui le souhaitaient d'obtenir une reconnaissance universitaire en passant un examen surveillé dans un centre ou même de chez eux. Notre nouvelle édition, le MOOC Gestion de projet 3, commence le 10 mars prochain. Pour la première fois, elle vous permettra d'approfondir un sujet de votre choix. Gestion des risques, évaluation d'impact, créativité. Mais alors, un MOOC, comment ça marche? Notre formation est composée de cours en haute définition, découpés en chapitres de 10 minutes. Chacun est suivi d'un questionnaire et d'un partage d'expérience entre apprenants. Nous vous proposons 3 formules selon vos objectifs. Voilà, donc ensuite, ce sont tous les tarifs. Ça veut dire quoi? Vous avez vos différents cours, votre forum avec votre échange, votre support, et ça c'est gratuit. Ensuite, vous arrivez sur des exercices, QCM ou tests. Ceux-ci peuvent être soit gratuits, soit payants, et ce qui va être payant, ça va être la certification et le diplôme. Alors, quelles sont les limites des MOOC? Les limites des MOOC, c'est, premièrement, un MOOC n'est pas contextualisé, puisque l'objectif l'objectif également d'un MOOC, c'est d'être massif, donc d'intéresser le plus de monde. C'est pour ça que bien souvent, vous avez des cours qu'on appellerait introductifs, c'est-à-dire sans prérequis, qui vont être publiés, parce que dès que vous avez des besoins de prérequis, eh bien, le nombre de connexions diminue. Deuxième problématique que ça va poser, ce sont des professeurs qui sont filmés. Alors, les professeurs qui sont filmés, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de la formation en présentiel, des codes du présentiel. D'ailleurs, c'est pas inné aussi d'être un pédagogue, de savoir repérer les personnes qui sont un peu plus en retrait, de faire participer tout le monde. Et bien de la même manière, c'est pas du tout la même chose d'animer une formation derrière une caméra, avec les codes du numérique. Et ça, c'est également un nouveau métier qui est mis en place
dans la formation. La formation qui est animée par un professeur traditionnel qui ne connaît pas les codes du numérique, vous avez un taux d'abandon très rapide. Parce qu'on est un peu gêné pour lui, parce qu'il ne va pas savoir capter l'attention. Bref, le numérique, c'est ni plus ni moins ce qui se passe en vrai avec d'autres codes. Donc un formateur qui ne saurait pas capter votre attention, qui ne saurait pas s'adapter à vos demandes, eh ben on sait très bien qu'au bout d'une heure, il perd la salle. Et ben de la même manière, derrière la caméra, il y a des codes particuliers pour tenir en haleine, pour scander, notamment la scansion est importante, la gestuelle également. Troisième point, et alors c'est assez paradoxal puisque c'est de la formation connectée, mais c'est quand même online. Ça veut dire qu'il vous faut être connecté à n'importe quel moment. C'est une limite. Enfin, il n'y a pas de normalisation de la qualité. Dans un groupe, dans un univers, vous pouvez avoir plusieurs formateurs qui vont vous laisser des formations, des vidéos, etc. Et il y en a un qui a décidé de faire comme ça, puis un autre qui a décidé de faire comme ça. Et donc, si vous voulez, vous n'avez pas de normalisation de la qualité. Vous n'avez pas, par exemple, ce qui est fondamental dans le numérique, une slide, un affichage qui apparaît peut-être toutes les 3 ou 10 secondes. Vous n'avez pas tous ces codes qui font que vous avez une marque avec une qualité identique de contenu de formation. Et enfin, un taux d'abandon qui est quand même important sur les MOOC, et notamment dû surtout à la normalisation de la qualité. Alors, maintenant on va parler de classe virtuelle. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les MOOC, mais c'est vrai qu'on a une conférence qui est quand même relativement courte. Donc, on peut bien sûr dire sur les MOOC, ce qui est très très important par ailleurs, c'est que c'est aujourd'hui l'étudiant qui crée son univers. À l'inverse, aujourd'hui, de la pédagogie traditionnelle, c'est le professeur qui dit, bah voilà, tu fais ça, ça, ça. Là, c'est l'étudiant qui va pouvoir se constituer son univers. Et ça, c'est aussi un changement fondamental. Alors, qu'est-ce qu'une classe virtuelle? En fait, une classe virtuelle, ne vous en mettez pas, c'est comme une visio. Sauf que vous allez pouvoir également partager un écran d'ordinateur, envoyer des messages, chatter directement avec votre formateur. Donc c'est ni plus ni moins qu'une vision en temps réel, mais c'est très important puisque ça permet surtout du tutorat, ça va être important, ponctuellement, sur une heure, de pouvoir accompagner justement les apprenants qui suivraient une formation à distance. Bonjour, bienvenue sur My Social Translation. Nous allons voir ensemble les avantages d'étudier le français ou l'anglais. Je vous ai pris un petit accent du sud pour égayer la matinée. Voilà, donc vous voyez, encore une fois, vous avez le chat, vous avez le formateur ici, et vous allez pouvoir partager l'écran. On connaît tous, ça n'a rien inventé, mais c'est important quand même de pouvoir l'intégrer dans un cursus global de formation. Les limites, c'est la connexion Internet, le matériel et la sécurité. On sait très bien que dans des grandes entreprises, même dans toutes les entreprises, vous avez des proxys qui vous empêchent de vous connecter avec des plugins, etc. Et avec les systèmes d'information, c'est compliqué. L'échange avec le formateur qui va dépendre du nombre de participants. Vous ne pouvez pas remplir une classe virtuelle de 10-15 personnes parce que, de la même manière qu'une conférence téléphonique. Et puis enfin, la qualité d'animation, encore une fois, on va revenir dessus, ça peut être une limite si la personne n'a pas l'habitude du code numérique. De la même manière, un animateur de réunion en présentiel avec des collaborateurs peut être excellent et mauvais sur une conf call. C'est pas du tout la même façon d'énoncer des règles, c'est pas du tout la même façon d'animer une réunion. Qu'est-ce que le social learning? Le social learning, c'est de la formation collaborative. C'est permettre à des individus d'apprendre en partageant leur savoir et leurs expériences. Ça se résume comment? Les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Et également, ça permet des créations de communautés métiers. Alors, un exemple, j'ai pris volontairement quelque chose qui sort complètement de la formation traditionnelle, mais qui est un mode de social learning important. Et c'est tout ce qui est voilà, info bébé. Ma fille a du mal à dormir le soir. Est-ce que pour vous c'est pareil? Point d'interrogation. Puis vous avez 3, 4, 5 personnes qui vont partager leur expérience, qui vont vous expliquer les choses et qui vont vous donner justement du savoir. Le partage du savoir, il commence là. Il commence ici. Et donc, en imaginant et extrapolant des communautés métiers, notre chef de projet, il va pouvoir échanger avec ses pairs sur la communauté des chefs de projet. Tiens, j'ai vu la planification, moi je travaille sur tel outil, est-ce que quelqu'un peut me renseigner
sur comment bien poser les jalons sur ces tâches. Ah bah oui, moi je fais ça, etc. Et cette communauté d'apprenants, elle est fondamentale. Alors les limites, c'est qu'il y a besoin d'avoir une animation permanente. C'est très important de pouvoir faire vivre cette communauté. Il y a également besoin d'un modérateur, bien évidemment pour éviter les dérives. Et puis, c'est un outil qui vient en complément de la formation. Et on va voir dans le schéma plus tard. Qu'est-ce que le Serious Game maintenant? Serious Game, c'est simple, c'est une étude de cas virtuelle. Ce que l'on fait en présentiel habituellement sur des études de cas, ben là, on va le mettre en virtuel. C'est permettre à des apprenants de tester leurs connaissances en situation professionnelle. Peut-être corporate ou non, personnalisable ou non. Je vais vous présenter une étude de cas en quelques secondes qui a été faite, réalisée par Renault. Serious Games, Avatar, client virtuel. Il est temps de vous en dire un peu plus sur la formation revisitée par Renault Academy. Destinée aux vendeurs, cette formation a pour objectif d'améliorer leurs compétences et leur efficacité. Voilà, donc là l'idée de cette vidéo, vous voyez, ce sont des avatars qui viennent et ensuite vous avez des mises en situation avec un vendeur de voitures, un acquéreur, etc., etc. Alors, quelles sont les limites? Parce que c'est quand même super bien fait, c'est vrai, c'est très chiadé. Les limites pour nous dans la formation, c'est le prix. Et les délais également. Entre le moment et l'implication, entre le moment où vous avez décidé de faire votre projet et le moment où vous êtes livré, bon, il faut que ce soit un projet, alors vous avez plus ou moins de qualité dans un projet, mais alors si c'est juste pour avoir les quelques slides et le petit chien qui bouge la queue, là ça ne sert à rien d'y aller parce qu'il n'y a personne qui va être intéressé sur ce genre de sujet. Donc là il va falloir que ça soit quand même bien chiadé. Et donc, si vous voulez, c'est très long. Il y a une évolution qui est lente. Entre le moment où vous avez vu, parce que c'est normal, ça doit être perfectible en permanence, un axe d'amélioration dans votre projet et le moment où vous allez l'avoir livré, là, ça va prendre un certain temps. Et pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre de chefs de projet et que c'est cher. Et enfin, il y a une déshumanisation. Malgré le fait que l'on soit dans la formation à distance, notre conseil, c'est d'humaniser au maximum, de pouvoir s'identifier à un humain plus qu'à un avatar ou à un lézard. C'est fondamental parce que effectivement, et on va pas on distend les humains entre eux physiquement, mais il faut que justement ça soit compensé par cette appartenance. Et ça, c'est une vraie valeur qui doit être portée aujourd'hui dans la formation connectée. Alors, en quelques mots pour résumer tout ce qu'on s'est dit. Quand on met en place un cursus de formation connectée, vous avez de toute façon 3 phases. Une phase avant votre formation, une phase pendant votre formation et une phase après la formation. Que ce soit une formation présentielle, distancielle ou ce qu'on veut. Avant la formation, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va mettre dans une formation connectée une présentation. Ça aussi c'est fondamental. Une présentation qui est réalisée par quelqu'un de la direction de l'entreprise, qui va donner du sens. Il faut impliquer les gens, mais de la même manière en présentiel. Mais on a un outil formidable qui est une vidéo dans laquelle on peut interviewer le DRH, le responsable formation, le patron des commerciaux et qui va donner du sens. Voilà pourquoi j'y souhaitais faire. Parce que l'impact de la vidéo est beaucoup plus important que lorsque l'on va discuter comme ça ou présenter en face de vous la formation. Un compte personnel, les données fondamentales. Quelles sont mes attentes avant la formation présentielle? Parce que ce qu'on vous présente là, c'est surtout du blended. Qu'est-ce qu'on appelle blended? De formation pour partie à distance, pour partie en présentiel. Et imaginez qu'en amont, les personnes qui vont avoir suivi leur formation numérique vont pouvoir indiquer leurs attentes pour la formation présentielle. Ça veut dire qu'encore une fois, le rôle du formateur en présentiel change complètement. On n'est plus dans la formation descendante, on va être dans la formation dans le cadre de chaque personne, personnalisée. Le formateur va préparer sa formation en fonction des attentes. Ça va tout changer. Une formation traditionnelle. Bonjour, on va faire un tour de table comme vous appelez. Bonjour, je m'appelle Christine. Voilà, et quelles sont vos attentes? J'ai ça, ça, ça. Maintenant, changeons. On a déjà les attentes. Bonjour Christine. Voilà, je sais que vous avez telles attentes et on va les voir à tel moment. Là, vous impliquez la salle complètement différemment. Et ça, le numérique le permet. Et puis enfin, un test en amont. Ce même test, on le fera en aval. Pourquoi? Test amont, test aval, on se benchmark. Et là, on voit l'acquisition des connaissances sur les thèmes que l'on aura prédéfinis avec les ressources humaines. Enfin, pendant, donc, c'est des films, c'est du QCM, c'est du présentiel, c'est du tutorat à distance. On ne laisse pas les apprenants avec une tablette
avec une formation connectée sans être tutoré. Parce que même en présentiel, quand il y a 10 personnes qui suivent une formation, on sait qu'il y en a forcément 2 qui vont faire leur mail, qui vont faire leur machin, qui n'écouteront pas. Et pourtant, on est tous là. Donc imaginez, à distance et seul. Il faut toujours les accompagner. Comment on les accompagne? On peut les accompagner, on le verra dans le cadre de Groupama, soit avec des points téléphoniques, pourquoi pas, qui posent des jalons. Voilà, on doit faire tel quiz, telle vidéo, etc. pour tel point. Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour préparer justement le présentiel. Les supports au format PDF, une hotline. Là, on met les serious games pendant la formation et le bilan intermédiaire. Et enfin, après la formation, c'est là où on va utiliser le social learning pour faire vivre les communautés métiers après la formation. C'est là où on va mettre des MOOC. On va faire ce qu'on appelle du ranking. C'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, sur la formation chef de projet, je vous conseille d'aller voir le MOOC du monsieur qu'on a vu là tout à l'heure. Ça va aller en plus parce que le MOOC du monsieur, il n'est pas contextualisé à mon entreprise. Mais par contre, il va pouvoir amener aussi une ouverture, une culture générale des thèmes sur lesquels on n'aura pas forcément communiqué. On va mettre les tests. Là, on va avoir apparaître les certifications, les diplômes, la hotline, le mentorat ou le coaching à distance. C'est là où on va encore avoir une personnalisation ensuite dans le suivi. Et bien sûr, toutes les statistiques, tous les tableaux de bord qui vont nous permettre de pouvoir avoir des grilles de lecture pour continuer à développer les compétences des collaborateurs. Les facteurs clés de succès, et j'en finis là. 1. Quand vous voulez mettre en place une formation format numérique, c'est du contenu sur mesure. Alain parlait de Facebook tout à l'heure. Pourquoi Facebook, Carlton? Parce qu'on parle de nous. On nous parle de nous. Donc, si vous arrivez et que vous parlez du management en général, non. Le manager au sein d'une DSI, ce n'est pas le manager au sein de la grande distribution, qui n'est pas le manager qui officie pour les métiers du médical. Ça n'a rien à voir. Chaque management est particulier. Chaque entreprise a son propre contexte et sa propre sémantique. C'est fondamental de l'avoir. Accompagnement individuel et collectif, une responsabilisation des collaborateurs, c'est dire quoi? Ça veut dire pas de 1, et puis si vous n'avez pas fini le 1, vous ne pouvez pas passer au petit 2. Non. Encore une fois, comme les MOOC, un univers ouvert, dans lequel il y a bien sûr des obligations qui sont suivies, mais rien n'est fermé. On peut avoir accès à tout en permanence. Implication de la direction dans l'entreprise, actualisation des contenus. Ça, c'est fondamental aussi. Ce n'est pas parce qu'on a du numérique que c'est figé. Au contraire, ça vit d'autant plus. Multicanal et possibilités d'utilisation en format déconnecté, suivi post-formation, statistiques et tableaux de bord, continuité de la formation. C'est-à-dire que vous lancez une formation au format numérique, il faudra qu'il y en ait d'autres derrière. Parce que sinon, le soufflet va retomber rapidement et que c'est aujourd'hui un nouveau mode de formation qui ne doit pas être limité dans le temps. Et enfin, délai et facilité de mise en œuvre. Ça, c'est fondamental. Nous, chez Thibaut, par exemple, entre le moment où un client nous dit, voilà, j'ai telle problématique, on va créer le contenu pédagogique avec lui, comme une formation traditionnelle, on va le transformer au format numérique et on va le mettre sur le Thibaut qui est une tablette. Il nous faut 3 semaines, maximum. Voilà. Pour qu'on puisse le mettre facilement en œuvre. Voilà, maintenant je laisse la place à Michel. Vous avez des questions pour parler du CNED. Est-ce qu'il y avait des questions éventuellement sur... Oui. L'application du management dans tout ça, parce que... C'est plus largement l'application de la direction, ce qu'on entendait par l'application de la direction. Déjà, mais vous savez, c'est toujours la même chose. Bien sûr qu'ils doivent s'impliquer, mais pourquoi ils s'impliqueraient plus dans le numérique que dans la formation traditionnelle, on va dire? Eh bien, c'est là où nous, on doit leur donner des outils pour le faire. Et les statistiques, elles sont là. Comment faire en sorte qu'avec 3 chiffres, un tableau de bord, un manager puisse prendre connaissance des nouvelles possibilités, des nouvelles compétences de ses collaborateurs et quelle formation il va bien suivre. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, on porte à un manager la question de savoir quelles sont les formations que tes collaborateurs ont suivies et sur quelles nouvelles compétences tu peux t'appuyer. Eh bien, c'est justement là le rôle des statistiques. En quelques chiffres, en un coup d'œil, il doit pouvoir le savoir. Donc voilà, mais c'est encore une fois, c'est au numérique d'apporter ça, justement, au manager, et d'impliquer en lui donnant envie d'aller faire justement ces chiffres.